Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon to Le juge président. Bonjour à toutes les parties présentes dans le prétoire. Je dois vous annoncer et annoncer aussi à nos collègues que nous avons reçu un courriel de la part de M. MacDonald par lequel est indiqué: nous souhaiterions avoir quelques minutes pour pouvoir parler de questions d'intendance. Ceci doit être débattu aujourd'hui et non pas demain. Alors, j'espère qu'il s'agit d'une question ou de questions très, très graves ou sérieuses. Et je me demande pourquoi déjà dans le courriel, vous prenez un peu les devants en disant il faut faire ceci aujourd'hui, et pourquoi vous nous dites il faut attendre la fin de l'audience. Enfin, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, donc vous me forcez à vous donner la parole, ce que je ne souhaitais pas faire. Monsieur MacDonald, n'ayez aucune crainte, il ne s'agit pas des 4 premiers témoins. Il s'agit du témoin 0369. Est-ce que ce témoin va venir avant ou après les vacances judiciaires? Et puis, il y a également le témoin 441. Est-ce qu'il s'agit d'une vidéoconférence ou est-ce qu'il faudra qu'il y ait une vidéoconférence ou non? Le président, écoutez-moi, à la lecture de votre email, je pensais que cela était quelque chose de véritablement urgent et impératif. Eh bien, nous rendrons une décision ce soir ou demain matin. Monsieur MacDonald, dans le cas du témoin 369, Monsieur le Président, c'est un peu plus urgent au vu de la discussion que nous avons eue avec le témoin, parce qu'il faut que ce témoin... En fait, j'aimerais m'adresser à la Chambre, j'aimerais pouvoir avoir 5 minutes à la fin de l'audience, si vous m'y autorisez. Le Président, eh bien, nous verrons combien de temps il nous restera à la fin de l'audience, sinon nous le ferons demain matin, à la première heure. Ceci étant dit, je vais maintenant donner la parole à la défense de M. Blégoudet. Et il s'agira du dernier volet d'audience qui leur sera consacré. Maître Knopp, je vous remercie. C'est M. Bougnon du barreau d'Abidjan, ou Maître Bougnon plutôt, du barreau d'Abidjan, qui va s'adresser à la Cour pendant 10 minutes, suivi d'un autre confrère. Puis ensuite, ce sera M. Charles Blégoudet. Le Président, je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, l'éminent philosophe ivoirien, le professeur Paul Zaïri, a dit, et je cite, « Le combat de la vérité contre le mensonge et sa violence ne date pas de nos jours, mais la vérité a l'obligation de mener ses batailles. Et pourtant, il n'est pas sûr qu'elle les gagne toutes. C'est au nom de cette quête perpétuelle de la vérité judiciaire, afin que celle-ci triomphe du mensonge, que nous nous tenons par devant vous pour apporter la juste réplique à l'accusation. En effet, pendant 6 heures, il nous a été donné d'entendre beaucoup d'énormités sur mon pays, la Côte d'Ivoire, et sur le co-accusé, M. Blégoudet Charles. Monsieur le Président, honorable juge de la Cour, le drame, oui, le drame, dans l'affaire qui nous réunit ce matin, c'est que le procureur n'a point enquêté. Je ne dirais même pas que l'enquête a été bâclée. Je dis que l'accusation n'a pas enquêté du tout. S'il y avait eu une enquête, l'accusation se serait imprégnée, au moins, de la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire. En effet, l'accusation, dans une démonstration hasardeuse, a tenté de dire ou de vous convaincre de ce que la Côte d'Ivoire était un pays cloisonné, où il y aurait des djoulas musulmans partisans d'Alassane Ouattara au nord et au sud des chrétiens partisans de M. Laurent Gbagbo. Il va même plus loin en affirmant qu'il y aurait des zones à Abidjan, telles que Abobo, qui seraient presque entièrement
peuplée de djoulas musulmans et que ceux-ci auraient été la cible principale de bombardements, tel le marché Siaka Kone. Honorable juge, à ce stade de mon propos, je vais vous aider à comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un groupe ethnique dénommé Dioula. Il faut dire que le mot Dioula vient du mot arabe berbère Ya Dialay. J'appelle pour ceux qui transmettent. Ya, c'est Y-A, plus loin D-I-A-L-A-Y-E, qui signifie commerçant ou commercer. Il tire ses origines depuis l'époque du commerce transsaharien, où les Arabes berbères du nord du Sahara commerçaient avec les peuples du Sahara, avec les peuples du sud Sahara, c'est-à-dire les Malinké, les Soninké et les Bambara. Voilà la véritable signification du terme Dioula. Il est juste de dire qu'au nord de la Côte d'Ivoire, y vivent des Malinké, des Senoufos, des Tagbana, des Lobis, et j'en passe. Dans mon pays, il n'y a pas de nord musulman et de sud chrétien. Les Senoufos, qui sont situés au nord de la Côte d'Ivoire, sont en majorité chrétiens et ou animistes. Vous avez l'exemple de l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kigbafori Diom, qui, bien que ressortissant du nord de la Côte d'Ivoire, est de confession religieuse catholique. Il y a aussi des Tagbana de Katiola, qui sont bien souvent des chrétiens, comme l'ancien porte-parole de M. Laurent Gbagbo, M. Gervais Koulibaly. Le clivage que tente de créer pour l'occasion, l'accusation est imaginaire et ne reflète en rien la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire. Honorable juge de la Cour, l'on a tenté de vous convaincre ici qu'il aurait à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire des villes, des quartiers dans lesquels ne résideraient que des djoulas pro-Ouattara et d'autres habités par des pro-Gbagbo. J'aimerais à ce sujet vous citer les propos très édifiants de M. Jean-Baptiste Plaka, éditorialiste sur Radio France Internationale, qui a dit, lors de son émission du samedi 30 janvier 2016, et je cite, « Elle, il parlait de la procureure, se barricade tout simplement dans une caricature des divisions ethniques et régionales. Il n'y a dans aucune ville de Côte d'Ivoire de quartier où ne vivraient que des djoulas et que le pouvoir de Laurent Gbagbo se serait permis de bombarder avec la certitude de ne compter que des victimes djoulas, sans aucun bété, aucun nani, aucun baoulé. Après les nombreuses critiques qu'elle a essuyées sur l'imprécision de son argumentaire sur le Kenya, l'on se serait attendu à ce qu'elle ne se présente plus à la barre avec un texte rédigé par des gens qui ne font que raconter la Côte d'Ivoire de manière aussi simpliste. Même les plaisanteries par lesquelles les Ivoiriens, entre eux, se taquinent deviennent des références anthropologiques pour expliquer l'animosité à l'égard des djoulas. Fin de citation. Honorable juge, il n'existe pas de marché en Côte d'Ivoire qui serait fréquenté uniquement que par des pro-Ouattara et qui ferait l'objet de bombardements avec la certitude de n'atteindre que ceux-ci à l'exclusion de tout autre groupe ethnique. Par définition, le marché est un lieu d'échange où se rencontrent des personnes de toutes catégories sociales, ethniques, religieuses et politiques. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, Abobo, contrairement à la thèse du procureur, n'est pas un quartier exclusivement habité par des pro-Ouattara. Pour preuve, de 1995 à 2010, Mme Simone Eivé Gbagbo s'y est fait élire en qualité de députée. Mieux, au cours des élections présidentielles de 2010, les résultats du premier tour donnés par la commission électorale indépendante contredisent la thèse du procureur. M. Henri Konan Bédié y a obtenu 52 176 voix.
M. Alassane Ouattara y a obtenu 135 511 voix. M. Laurent Gbagbo y a obtenu 106 364 voix, soit une différence entre M. Gbagbo et M. Alassane de 29 144 voix. L'allégation selon laquelle Abobo serait un bastion de M. Alassane Ouattara est donc un mythe. Au vu de ce qui précède, on ne peut valablement affirmer que la commune d'Abobo serait exclusivement habitée par des pro-Ouattara et qu'il aurait été la cible d'attaques multiples, avec la certitude que ceux-ci seraient indéniablement les seules victimes à l'issue de la conception et de l'exécution d'un prétendu plan commun auquel Charles Blé Goudé aurait participé. Madame et Messieurs de la Cour, la thèse de l'accusation selon laquelle la Côte d'Ivoire serait divisée en deux camps rigides est non seulement simpliste, mais elle est aussi et surtout dangereuse. Dangereuse pour l'équilibre social de mon pays, mis à mal par plus de 10 années de mensonges. Cependant, la division factice entre Ivoiriens n'est pas la seule faiblesse du dossier de l'accusation. Il y a aussi cette méconnaissance ou la tentative de justification des crimes commis par les partisans de M. Alassane Ouattara. En effet, lors de sa présentation, l'accusation a allégué ce qui suit. Entre-temps, pendant le mois de février, les opérations des FDS à Abobo se sont intensifiées. Dans une tentative d'écraser toute opposition rencontrée à Abobo. À leur tour, des groupes de résistance émergents à Abobo empêchaient les mouvements FDS d'ériger des barrages routiers autour et dans Abobo. De temps à autre, ces groupes réussissaient à saisir les armes des FDS et menaient des attaques sporadiques contre les positions FDS, ce qui a engendré quelques pertes chez les FDS. Et les FDS ont répondu à travers des interventions militaires massives. Fin de citation. Ce qu'il faut noter, c'est que ce que l'accusation appelle ici, avec un euphémisme coupable, groupe de résistants, ne sont autres que les membres du commando invisible qui ont tué de sang-froid plus d'une vingtaine de membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et des centaines de civils dont les habitants d'en ont quoi coûter. Des populations civiles avaient fui la mort pour aller se réfugier dans une église à Anokwa-Kouté. Hélas, la mort les y a retrouvés. Au cours de ce procès, Monsieur le Président, nous vous présenterons les atrocités dont le commando invisible, qui agissait pour le compte de Ouattara, s'est rendu coupable, même si le procureur tente honteusement de les occulter. Le but ultime de cette thèse étant de vous convaincre de ce que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, dans la mise en œuvre de leur prétendu plan commun, ont tué et massacré des populations civiles qui ne faisaient que résister aux assauts répétés de ceux-ci. Pire, relatant les événements de la RTI du 16 décembre 2010, il évoque, avec une banalité déconcertante, la mort de 10 membres des FDS tués par des manifestants lors de la marche du 10 jours supposée pacifique. Comment des manifestants que le procureur tente de vous présenter comme des civils non armés ont pu tuer des militaires armés? La réalité implacable que l'accusation tente vainement d'occulter, c'est qu'à partir de décembre 2010, sinon avant, les hommes armés pour Ouattara avaient infiltré tout le district d'Abidjan afin d'y mener une guérilla urbaine visant à imposer Ouattara au pouvoir, ce qui est d'ailleurs reconnu par plusieurs de ses témoins. Voici ainsi présentée la véritable atmosphère qui règne à Abidjan à cette époque. Réalité et circonstances que feint d'ignorer l'accusation. Aussi, dans le discours très souvent soporifique de l'accusation, il y a plus grave. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la chose la plus ridicule sur la Côte d'Ivoire.
Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, il a été dit ici, dans cette salle, que les gris-gris sont un signe distinctif des ressortissants du Nord. Et y faire allusion serait les stigmatiser en vue de les exterminer. Cette allégation, tout en étant ridicule, est d'une légèreté sans nulle autre pareille. Pour l'histoire, sachez que la Côte d'Ivoire, à l'instar de la quasi-totalité des pays africains au sud du Sahara, n'a connu le christianisme et ou le monothéisme qu'avec la colonisation. Même l'islam est arrivé bien longtemps après en Côte d'Ivoire, avec les guerres menées par les Samori Touré et autres. Par conséquent, vous comprendrez que chaque peuple de Côte d'Ivoire a ses gris-gris, ses amulettes et ses pratiques mystiques. Cela ne relève de signes distinctifs d'aucun peuple ou groupe ethnique de Côte d'Ivoire. L'allégation du procureur est donc non seulement hasardeuse, mais tout aussi dangereuse pour une Côte d'Ivoire qui cherche encore ses marques sur le chemin de la réconciliation. Pour terminer, il me plaît de dire que j'ai pris la parole tout d'abord et avant tout par devoir de citoyenneté. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin d'être aidés, rassurés, d'être éloignés des discours à relents ethniques et religieux. Faire référence de manière récurrente à la religion, à l'ethnie, c'est remuer le couteau dans une plaie qui a à peine cicatrisé. Je vous remercie. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie. Monsieur Zokou va maintenant intervenir. Monsieur le Président, honorable juge de la Cour, il m'échoit l'honneur, mais surtout le devoir d'apporter à votre honorable Cour de fermes précisions au regard des interventions de l'accusation. Le procureur s'est voulu long, trop long, car il se devait de noyer l'absence absolue de preuves sous une avalanche d'argussie dont la seule fin est de tronquer la vérité et de donner de M. Charles Blé Goudé, de ses actes, de ses déclarations, une vision en parfaite contradiction avec la réalité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, nous sommes bien forcés de constater que dans le cas qui nous occupe, l'accusation a pratiqué le droit comme d'aucuns, dans les temps anciens, pratiquaient le latinitas culinaria, autrement dit, le latin de cuisine. Car, tout comme le latin de cuisine, que Wikipédia et d'autres dictionnaires définissent admirablement, la démonstration apparemment juridique du procureur, et je cite, sort des usages et normes académiques. Car encore, tout comme le latin de cuisine, son apparente démonstration, et je cite à nouveau, se présente sous deux genres. L'un, en mauvaise part, involontaire ou dû à l'ignorance, l'inexpérience ou la témérité. L'autre, en bonne part, volontaire, fréquemment produit en vue du jeu, de l'effet comique, de la farce ou de la facétie, où l'on peut louer l'ingéniosité de l'auteur. Il est vrai que le procureur a tenté de faire preuve d'ingéniosité, mais nous ne la louerons pas ici. Car ici, devant cette cour, nous ne sommes point dans la commedia dell'arte. Ici se joue la vie de millions de personnes, la vie d'une nation, la vie de deux hommes. Nous ne pouvons donc laisser la farce ou l'ignorance l'emporter sur la vérité, tant les interventions de l'accusation laissent apparaître une prise de liberté inacceptable avec cette vérité. Il en est ainsi, et je vous donne la première illustration, il en est ainsi de la vidéo
dans laquelle M. le procureur prétend que M. Charles Blé Goudé s'est présenté en uniforme militaire à la télévision nationale pour affirmer sa qualité de général et ainsi asseoir son influence sur la population. Avant tout, il échait de préciser que cet élément filmé remonte à la période consécutive à l'attaque rebelle de septembre 2002 et non à la crise post-électorale. Nous reviendrons sur cette présentation tendancieuse, mais nous sommes d'ores et déjà amenés à nous interroger. Pourquoi le procureur présente-t-il une vidéo de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, en blanc et noir? Qui connaît la Côte d'Ivoire n'ignore que la RTI diffuse depuis des décennies ses programmes en couleur. Alors, pourquoi cette présentation en noir et blanc par le procureur? Il faudra bien, dans le cours de ce procès, que le procureur nous dise quelle est la couleur d'origine du document qu'il a présenté. Il faudra bien qu'il nous dise s'il a reçu le document tel qu'il a présenté, et sinon, d'où il a obtenu pour nous le présenter comme tel. Car si la vidéo présentée l'avait été en couleur, qu'aurions-nous constaté? Que M. Charles Blé Goudé est vêtu d'une tenue plutôt amusante, dont les épaulettes sont constituées de fleurs aux couleurs nationales ivoiriennes, l'orange, le blanc et le vert. Que le chapeau qu'il arbore se présente comme un genre de chapeau melon avec quelques ornements folkloriques, notamment des fleurs, et non pas une coiffe militaire. En somme, on constaterait que Charles Blé Goudé est vêtu d'une tenue d'opérette dont on ne peut déduire, absolument pas déduire, aucune posture belliqueuse, militaire ou militariste. Il s'agit ici d'une simple parodie de tenue militaire, comme pour dire que contrairement à ceux qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire, lui ne se prenait pas pour un soldat car il avait juste sa parole et ses mains nues, à l'image de son uniforme dénué de tout symbole militaire. En l'occurrence, sans galon, sans grade ni arme. En vérité, je vous le dis, à une certaine époque, notamment celle du Flower Power, Charles Blé Goudé, dans cette tenue, aurait pu passer aisément pour un hippie. Mais ça, c'était avant. C'était avant qu'une simple coquetterie vestimentaire ne soit constitutive de crimes contre l'humanité au dit de l'accusation. Toujours porté par sa quête de preuves introuvables car inexistantes, et j'aborde ma seconde remarque, le procureur y est allé d'une autre trouvaille. Il s'agit de l'extrait d'une interview de M. Charles Blé Goudé accordée à un journaliste en plein air, dans un jardin même, je dirais. Le procureur induit de cet extrait que Charles Blé Goudé y exprime une inclination pour la manipulation des foules. Et pourtant, Charles Blé Goudé, parlant de sa passion pour la communication politique, n'a fait que traduire l'expression d'une quête légitime d'excellence dans une matière enseignée et pratiquée de par le monde et dont, parmi les précurseurs reconnus, se trouvent les références citées, telles le Britannique Peter Mandelson, qui est aujourd'hui père à vie du royaume de Grande-Bretagne,
ou l'Américain Karl Rove, indépendamment du jugement de valeur que les uns ou les autres peuvent porter sur eux. À l'époque de cette interview, M. Charles Blé Goudet était étudiant. À côté de ses activités, il préparait sa soutenance des DESS en communication politique, un diplôme d'études spécialisées. Diplôme qu'au demeurant, il obtiendra de façon fort brillante. Y avait-il meilleure référence dans ce domaine que ces sommités qui étaient portées au nu, d'ailleurs, dans le monde occidental, au point que d'aucuns les avaient appelés les maîtres du monde? Y avait-il meilleure sommité que ces personnes dans le domaine qu'il a cité? Où est ici le crime? Celui de viser l'excellence dans son domaine d'action? Celui d'être un homme qui veut positivement marquer son temps et ses concitoyens? Est-il envisageable pour, par exemple, un étudiant en médecine qui aspire à devenir un excellent médecin, de citer comme modèle ou exemple le docteur Knock, ce personnage plutôt loufoque de la pièce de théâtre de Jules Romain, qui était tout sauf un médecin de qualité? Finalement, vu que Charles Blé Goudet entend parfaire sa formation, je crains qu'il ne reste plus au procureur qu'à faire un autodafé de tous les ouvrages relatifs à la communication politique pour l'empêcher de persévérer dans cette voie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, notre ultime précision portera sur une vidéo que le procureur vous a présentée ici. Dans cette vidéo, un individu qui n'est pas Charles Blé Goudet a prononcé la phrase suivante. À chaque Ivoirien, son français. Si ma mémoire est certaine, à l'entame de ce procès, le procureur a posé un postulat. Nous sommes là pour juger deux individus, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudet, et non un pays ou un groupe. Comment le procureur peut-il alors attribuer à Charles Blé Goudet des propos tenus par une tierce personne? La personne qui tient ce discours est-elle Charles Blé Goudet? Non. Voilà comment l'accusation se dit et se dédie. Il n'y a que par la magie du procureur que Charles Blé Goudet, jouissant d'un don d'ubiquité, peut se voir attribuer la paternité et la responsabilité de l'expression à chacun son français, quand bien même il y est étranger. Il fallait pour le procureur que M. Charles Blé Goudet soit son Deus ex machina. Au moins cette tentative avortée du procureur a du bon. Enfin, le procureur avoue devant le monde entier que Charles Blé Goudet n'est pas l'auteur de la fameuse phrase « à chacun son français ». Et pourtant, que d'avanie, que de préjudice, que de tort subi par ce monsieur, Charles Blé Goudet, pour un fait, pour un acte qui ne lui est en rien imputable. Oui, il n'y a que par la magie de l'accusation que Charles Blé Goudet peut également se transformer en porte-parole du président Laurent Gbagbo. Et pourtant, M. Gbagbo avait pour porte-parole Feu Désiré Tagro et M. Gervais Koulibaly, qui lui vit encore en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs de la Cour, que retenir de cette énième tentative de tronquer les faits? On retiendra que le procureur, en violation de sa propre parole, vous demande de juger M. Charles Blé Goudet pour ce qu'il n'a pas été et pour ce qu'il n'a pas dit, en somme, pour ce que d'autres ont fait ou dit ou fait, pour ce que d'autres ont dit ou fait. Ainsi,
le procureur tente-t-il de nous entraîner dans un monde, dans son monde à lui, où l'absurde règne en maître. Ce monde imaginaire, construit par le procureur à coups de calembredène, je l'appelle l'absurdie. L'absurdie, ce territoire de l'imaginaire juridique où le noir peut devenir blanc, le blanc devenir le rouge et le rouge dans le même temps se muer en noir. Voici pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, par la présente réplique, nous entendons ramener la cause qui nous occupe dans un monde qu'elle n'aurait jamais dû quitter, celui de la vérité et de la justice. Ce monde, cet endroit, c'est ici devant vous, ici dans le temple de Thémis, ici à la Cour pénale internationale, notre cour à tous, car le temps est venu pour l'accusation de quitter le domaine de l'art divinatoire pour se soumettre enfin à l'empire de la vérité, de la justice, en un mot, à l'empire du droit. Je vous remercie, j'ai dit. Thank you. Le juge président, merci. Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président. Avec votre aval, Monsieur Blégoudet souhaiterait terminer les déclarations liminaires en présentant ses arguments. Le président, vous y êtes autorisé, Monsieur Blégoudet, mais nous sommes une cour pénale, que tout soit bien clair. Donc vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, je vous remercie pour l'occasion que votre Cour offre au monde entier pour enfin connaître la vérité sur la crise qui endeuille mon pays. Je suis Charles Blégoudet, natif de Pogorobré, sous-préfecture de Djibéroua, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Avant de vous livrer mon message tel que je l'avais préparé, Monsieur le Président, j'ai juste quelques précisions à faire, après avoir écouté l'accusation. J'ai habité à Abobo, quand j'étais encore au lycée classique d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. J'ai habité à Bobo Sojefia. Je ne sais pas si le procureur connaît ce quartier. J'ai habité à Bobo Plaque, non loin du carrefour Bakari. J'ai habité à Bobo les 4 étages. Pour vous dire, je connais presque tous les marchés d'Abobo. Je connais le quartier avocatier où il y a un marché. Je connais le marché d'Abobo Sojefia entre la cité universitaire et la cité policière. Je connais le marché Samaké. Je connais le marché Siakakoni dont on a parlé ici. Je connais le quartier d'Aboboté où il y a un marché parce que j'habitais au plateau de Cuy chez Maman Kwandi. Et puis je connais le grand marché d'Abobo. Monsieur le Président, le seul marché que je ne connais pas et que j'ai découvert ici,
c'est celui que les partisans de Ouattara fréquentent exclusivement. C'est une découverte que j'ai faite ici. Mieux, Monsieur le Président, j'ai fait Bondoukou. Je fais référence à Bondoukou. Pourquoi? Parce que Bondoukou en Côte d'Ivoire, c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, est connu comme la ville des 1000 mosquées, une ville grandement islamisée. Je connais le grand marché de Bondoukou, qui est la ville la plus islamisée. Je ne crois même pas que ce marché est exclusivement fréquenté par des musulmans uniquement. Puisque moi-même, en tant que chrétien, avec mes parents, nous fréquentions ce marché. J'ai eu mon certificat d'études primaires et élémentaires à Gouméré. Gouméré, c'est dans le département des Nations, non loin de Saboupa, de Bodé, dans le nord de Bondoukou. Vers le sud, vous avez Tabagne, vous avez Kanina, vous avez Yerebo. Je vous parle de mon pays. J'ai donc joué avec des jeunes musulmans. J'ai grandi avec des jeunes musulmans. Diabé Youssouf, professeur, il est mon porte-parole. Il est musulman. Il est président du cercle des amis de Blé-Goudé. Monsieur le Président, Abou Bamba, musulman, président du mouvement Génération Blé-Goudé. Maman Adia Touré, une femme musulmane qui m'a adopté. Elle est musulmane. Ceux qu'on dit, contre lesquels j'ai appelé une chasse. Parlant toujours d'ethnie, contre lesquelles j'aurais lancé des mots d'ordre de tuerie. Monsieur le Président, vous avez vu dans cette cour mon co-conseil qui a pris la parole tout à l'heure, Maître Ndri. Il est baoulé. Dans la galerie du public, vous avez Dr Nobou Yacinthe, premier secrétaire du COGEP, parti dont je suis le leader. Il est baoulé. Dr Saraka Ndri, Patrice, mon médecin personnel, avec qui j'ai fait l'université, il est baoulé. Alors, c'est avec toutes ces personnes autour de moi que je vais aller mettre des signes, ceux des maisons, pour tuer leurs parents. Et eux, ils sont avec moi, pour m'accompagner dans cette sale besogne. Monsieur le Président, je pense que cela devrait interpeller la Cour. Le président Laurent Gbagbo, je ne peux pas me renier, je le connais, et je suis fier de le connaître. Son président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly à son temps, il est du Nord. Son directeur de campagne pendant les élections, Monsieur le Président, Malik Koulibaly, il est du Nord. De quoi on parle dans cette cour? En tout cas, la Côte d'Ivoire qui vous est présentée par le procureur et par la représentante des victimes n'est pas celle qui m'a vu naître. Ma deuxième précision est relative à l'accusation que semble porter l'accusation contre moi au sujet de l'ancien président Blaise Compaoré, que j'aurais accusé d'être le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire et donc que j'ai demandé aux jeunes de l'empêcher d'arriver en Côte d'Ivoire. C'est vrai, j'ai peut-être peu dit. Blaise Compaoré n'est pas que le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire, il déstabilise toute la sous-région. Moi, je n'ai pas dit mieux. Hier, je regardais la télévision, Monsieur le Président. Lors du sommet de l'Union africaine, le président actuel du Burkina Faso, Roch Kaboré, disait, lui-même président du Burkina Faso, que Blaise Compaoré est celui qui a transformé le Burkina Faso en ennemi des djihadistes et qui déstabilise la sous-région. Le seul tort que j'ai eu, Monsieur le Président, peut-être en parlant de Compaoré, j'ai peut-être eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Monsieur le Président, nous sommes conscients en Côte d'Ivoire que inviter l'ethnie et la religion dans le terrain politique peut avoir des conséquences graves. Nous savons donc
que quand on a un canari sur la tête, on ne s'aventure pas sur une aire de jeu où les enfants lancent des pierres. Il semble que la traduction a souvent des problèmes avec mes proverbes. Donc, je vais traduire ce proverbe en anglais pour vous. When you carry a fragile pot on your head, you don't run a risk to cross a playground where people... Lorsque vous transportez quelque chose sur la tête, vous ne courez pas le risque d'aller dans un terrain de jeu avec des enfants. Using ethnic group against ethnic groups. Religion. Monsieur le Président, nous savons que il ne faut pas faire le jeu des divisions ethniques, religion contre religion, confession contre confession. C'est très dangereux, nous le savons, donc il ne faut pas jouer à ce jeu-là, qui est très dangereux pour mon pays. Je ne le ferai jamais. Je n'en ferai jamais partie de cela. Je sais ce que je fais. Je sais ce qui est bon pour mon pays. C'est une précision qui me tient à cœur et que je dois faire. Et c'est cela que je voulais dire. La justice, il ne faut pas la fuir. Surtout quand on ne se reproche rien. En tout cas, moi, Monsieur le Président, dans mes relations avec mes concitoyens, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Aucune. C'est pourquoi je me tiens devant vous avec assurance, avec confiance. Parce qu'aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Beaucoup de personnes accusent la CPI d'être une cour politique qui jugerait déjà les leaders politiques ivoiriens ou africains qui y sont transférés avant même que ceux-ci ne soient jugés. Vous avez bien fait, Monsieur le Président. Vous avez très bien fait, dès l'ouverture de ce procès, d'indiquer l'impartialité avec laquelle votre cour entend diriger ce procès. Cela va rassurer beaucoup de monde. Quant à l'accusation, malheureusement, elle transporte au sein de la Cour les thèses de propagande des médias proches et favorables à nos adversaires politiques et de tous leurs relais qui, à travers divers articles de presse et autres rapports, nous avaient déjà jugés et condamnés, mon co-accusé et moi, avant même que votre Cour n'ait statué sur les faits allégués contre nous. Une telle pratique, nous n'avons pas le droit, Monsieur le Président. Elle suscite donc beaucoup d'inquiétudes et elle soulève beaucoup d'interrogations. C'est pourquoi, Monsieur le Président, les simples présomptions de l'accusation, ces suppositions, ces rappels historiques biaisés à dessein et ces commentaires théâtralisés vont s'avérer trop légers pour éclairer votre cour. Même les rapports d'experts souvent autoproclamés, qui pourtant ne savent pas grand-chose des circonstances dans lesquelles les faits allégués se sont déroulés, devront en appeler à votre vigilance et à l'impartialité que vous avez posée comme postulat à l'ouverture de ce procès, Monsieur le Président. Aussi, les déclarations à charge d'adversaires politiques sélectionnés, qui viendront certainement défiler devant vous ici, dans les jours à venir, sous un masque de témoins, ne sauraient non plus servir de base crédible pour participer à la manifestation de la vérité. Car avant tout, c'est de cela qu'il s'agit. Monsieur le Président, dans un conflit qui a opposé deux camps, que peut-on espérer? Que les militants d'un camp, transformés pour la circonstance en témoins, puissent dire de leurs adversaires, dont ils souhaitent l'éloignement le plus longtemps possible du pays, pour ne plus avoir affaire à ceux-là dans le jeu politique ivoirien, comme c'est le cas. Simple question de logique. Malheureusement, quand j'ai fini d'écouter l'accusation, toute la nuit, mais toute la nuit, Monsieur le Président, une interrogation me taraude, et elle m'habite encore cet après-midi. Je voudrais la partager avec vous. L'accusation cherche-t-elle la manifestation de la vérité? Ou cherche-t-elle forcément à rendre coupable une personne déjà stigmatisée dont elle veut obtenir la condamnation à tout prix? En tout cas, à écouter l'accusation,
on se croirait dans un jeu de chiffres et de lettres où l'on doit remplir des cases pour aboutir à un résultat. Non. Dans une cour de justice, on ne peut pas demander la condamnation des citoyens sur la base des commentaires et des simples suppositions. En droit, seuls les faits sont sacrés. Pas de place pour la loterie. Et vous avez bien fait, Monsieur le Président, vous-même, de le préciser à l'entame de ce procès. Il ne s'agit pas ici de rapiécer des morceaux de faits dans le seul objectif dont on n'aura plus le temps de fabriquer une image négative. Au cours de ce procès, Monsieur le Président, il s'agira de restituer et de situer les événements et les faits dans leur vrai contexte pour faire jaillir la vérité dans les décombres où l'on tente hélas de l'ensevelir. Parce que le mal qui ronge la Côte d'Ivoire va bien au-delà de la seule crise post-électorale et ne saurait se résumer en des bouts de vidéos suivis de commentaires sciemment biaisés. Même l'accusation, je suis convaincu, apprendra beaucoup au cours de ce procès. Parce qu'après avoir écouté son narratif, il ressort que le pays qui a été présenté ici est loin d'être la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître. Ce procès représente beaucoup pour les victimes que l'on tente, hélas, de catégoriser. Et je voudrais à ce sujet interpeller la représentante des victimes et lui demander de faire une mise à jour de sa liste de victimes. Car, assis devant le petit écran, quand le peuple ouai et les victimes de Diokoué, qui ont subi un véritable génocide, l'écoutent, quand les rescapés du massacre du village d'Anokouakouté aussi l'écoutent, ils ont le cœur brisé. Et ils se sentent abandonnés par une dame qui est censée en principe de représenter toutes les victimes de la crise ivoirienne. Une telle vision sélective pourrait entacher la crédibilité du travail pourtant sensible que Mme Massida a la lourde responsabilité de conduire. Je n'ai cessé de le dire, et je le dis encore aujourd'hui, Monsieur le Président. Il n'existe pas en Côte d'Ivoire des victimes pro-Ouattara d'un côté et des victimes pro-Gbagbo de l'autre côté. La seule, c'est la Côte d'Ivoire. Dans sa diversité culturelle, religieuse, ethnique et politique, une vie humaine est égale à une vie humaine. Toutes les victimes de la crise ivoirienne méritent compassion, méritent assistance, méritent réparation. Monsieur le Président, j'ai attendu dans cette cour l'accusation et la représentante des victimes dire Blé Goudé a demandé, je cite, Blé Goudé a demandé de chercher et de trouver les partisans de Ouattara et les étrangers sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, les chasser ou les tuer. Voilà ce qui a été dit. J'espère que les auteurs de tels propos finiront par... Quel jour, à quelle occasion, j'ai lancé cette chasse aux partisans de Ouattara et aux étrangers. Parce que moi, Monsieur le Président, je sais au moins ce que j'ai dit lors de la crise. Je vous invite à regarder une suite de la vidéo que mon conseil vous avait déjà montrée. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo? Je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Parce qu'on ne trouvera pas un pays où il n'y a que des... avec des pro-Gbagbo, en faisant disparaître les pro-Ouattara. Cela n'existe pas. Parce que moi je suis convaincu, madame, et c'est très important, que la crise ivoirienne aura sa solution par les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'un jour, le président Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié, finiront par s'asseoir. Et je les invite à cela. J'appelle à, j'allais dire, ce que j'appelle un dialogue inter-ivoirien. Merci. Monsieur le Président,
au cours de la crise ivoirienne, en pleine crise post-électorale, voilà ce que moi j'ai dit. Et j'ai la vidéo que je viens de vous présenter. Je suis très curieux de voir celle de l'accusation. Et vous avez bien entendu, Monsieur le Président, il n'existera jamais une Côte d'Ivoire où ne vivront que des pro-Gbagbo au détriment des pro-Ouattara. Tout comme il ne peut y avoir une Côte d'Ivoire où ne vivront que des pro-Ouattara qui auront fait disparaître les pro-Gbagbo. Les propos que vous venez d'entendre vous-même, je ne les ai pas tenus, Monsieur le Président, avec des chaînes aux pieds. Je les ai tenus en homme libre, en pleine crise post-électorale, sur un plateau de télévision, à une heure de grande écoute. C'est une preuve qui parle à votre cour. C'est une preuve qui met à nu les limites des allégations du procureur, qui me prête avec une légèreté déconcertante et choquante la qualification de criminel à qui Laurent Gbagbo aurait confié la mission d'inciter des jeunes à exterminer les partisans de son adversaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que pour moi, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Pour moi, la recherche de la paix ne doit pas être saisonnière. Je la veux simplement moins théâtralisée et puis sincère. C'est tout. J'attends aussi par-ci par-là, Monsieur le Président, Blé Goudé, le chef des milices pro-Gbagbo. Voilà ce que j'attends souvent. Alors, au lieu de me fâcher, j'ai décidé de faire des recherches. En voici les résultats. Au sens juridique, une milice désigne un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Notez bien le vocable et le substrat militairement. Pour vous dire que jamais je n'ai dirigé un groupe de personnes armées. Tout comme jamais je n'ai militairement pris part à un conflit, à moins qu'on m'en apporte les preuves. Parce que, aussi simple que cela puisse paraître, je ne suis pas un adepte de la lutte armée. Le COJEP n'est pas une milice, comme ne l'est pas l'Alliance des jeunes patriotes. Le COJEP n'est pas non plus un club de soutien à la sorte de Laurent Gbagbo, comme tente de faire croire l'accusation et une certaine opinion dont j'ignore les intentions, qui n'ont rien à voir avec les objectifs que le COJEP et ses militants se sont librement fixés eux-mêmes. Monsieur le Président, il n'est pas juste de vouloir assigner au COJEP des objectifs qui ne sont pas les siens. Et pour que tout soit désormais clair dans la tête de tout le monde, je voudrais dire une organisation hiérarchisée, dénommée Galaxie Patriotique, dont le chef suprême serait Charles Blé Goudé. Ce n'est pas vrai. Cette désignation est une fabrication et une préférence des médias. Et cela ne m'engage pas du tout. L'accusation a déclaré à l'entame de ce procès vouloir poursuivre deux individus. Alors, je lui demande simplement d'être conséquente avec elle-même en fournissant à la Cour mes discours où j'appelle au meurtre et à la haine. Je voudrais préciser, Monsieur le Président, que dès sa création, le 4 juin 2001, le COJEP a d'abord été un mouvement de pression autonome, pour ensuite devenir un mouvement politique non inféodé. Puis, depuis le 15 août 2015, par la seule volonté de ses militants et non ce ordre, comme on veut le faire croire, le COJEP s'est librement mué en parti politique, avec pour premier responsable Dr Nobou Hyacinthe, professeur de philosophie à l'université de Bouaké, présent dans la galerie. Voilà la vérité, Monsieur le Président. Voilà ce qu'on vous cache. Ceux qui soutiennent le contraire de ce que je viens de vous dire se trompent eux-mêmes, et ils le savent très bien. Mais aussi, ils tentent vainement de tromper l'opinion. Et je voudrais dénoncer cette tentative de falsification de l'histoire de mon pays. Monsieur le Président, au cours de la crise, j'ai pris mon temps
J'ai pris mon énergie. J'ai pris des risques énormes à travers des campagnes, de village en village, pour sensibiliser les populations à la paix. J'ai à plusieurs occasions fait des propositions citoyennes. J'ai lancé des appels à la retenue. Hélas, 1000 fois hélas, la passion qui s'était emparée de certains candidats à la présidentielle et de leurs militants avait rendu inaudible l'importance et le bien fondé de mes différents appels. Le seul sens qu'ils donnaient au mot paix, c'était leur arrivée au pouvoir. Voilà la vérité. Pendant que le procureur m'accuse d'être un extrémiste qui appelle au meurtre, d'autres personnes, par contre, me qualifient de faiblard qui a peur de la guerre. Oui, honorable membre de la Cour, je le dis sans honte. Moi, j'ai peur de la guerre. Mais parce qu'à un homme normal, la guerre devrait faire peur. Je ne le dis pas par couardise. Je ne le dis pas non plus par lâcheté, Monsieur le Président. Je le dis par responsabilité. Je le dis par franchise envers les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens m'ont tout donné. En retour, moi, je leur dois beaucoup. Je leur dois de sensibiliser les populations à la réconciliation et à l'union de tous les Ivoiriens, et non pour le service d'un clan, comme le procureur veut le faire croire. Je trouve donc irresponsable que dans mon pays, il y a eu des leaders dont le seul but était de prendre le pouvoir et qui faisaient croire à leurs partisans que la route du pouvoir passait par la guerre. Et pourtant, Pierre Koneza nous enseigne, et je cite, « Pour réduire les causes des conflits, il faut à notre monde des leaders politiques de qualité qui puissent renoncer au capital politique qu'un discours belliciste peut apporter. Renoncer au capital politique qu'un discours belliciste peut apporter. Il dit mieux, il faut aussi à notre monde des élites militaires conscientes de leurs responsabilités. La Côte d'Ivoire a-t-elle eu des élites militaires conscientes de leurs responsabilités? La Côte d'Ivoire a-t-elle eu des leaders politiques de qualité qui ont renoncé au capital politique qu'un discours belliciste pouvait apporter? Si la réponse était positive, on n'en serait pas ici. Ce n'est pas faute d'avoir tenté, Monsieur le Président. C'est pourquoi moi, face aux railleries qui m'ont toujours traité de faiblard, j'ai répondu ceci. Je préfère être faible au milieu d'êtres qui ont la vie que de paraître pour fort parmi des corps sans vie. Quand je le disais, Monsieur le Président, je ne savais pas que je viendrais un jour, je le répétais ici à la CPI. Quand je le disais, nous étions à 1000 lieues de la crise post-électorale. Quand je le disais, Monsieur le Président, nous étions en 2006. J'avais déjà conscience qu'il fallait éviter d'allumer la bûchette de la guerre, du voisin contre le voisin, de l'ami contre l'ami. J'attirais déjà l'attention des uns et des autres sur les risques d'une guerre civile. C'était d'il y a 10 ans. Je me justifiais ainsi face à ceux qui me traitaient de capitulation. Ils traitaient de capitulation l'appel que j'avais lancé ensemble avec d'autres jeunes de l'opposition pour faire cesser des affrontements entre les populations. Mais après cet appel, le président Gbagbo, ici présent, avait reçu tous ces jeunes de l'opposition et du pouvoir pour les féliciter, pour les remercier pour cet appel historique envers la paix. Je les cite, ces jeunes. Kona Kode Bertin, dit Kakabe, du PDC-IRDA, était à cette rencontre. Karamoko Yayoro, du RDR, parti d'Alassane Ouattara, était à cette rencontre. Stéphane Kipré, à l'époque, représentant du MFA, aujourd'hui président de l'UNG, était à cette époque, à cette rencontre. Et devant vous, moi, je voulais les féliciter. Je voulais vraiment les féliciter, Monsieur le Président. Je les félicite parce qu'ils ont osé. Je les félicite parce qu'ils ont aidé la Côte d'Ivoire
à éviter une guerre civile à cette époque. Monsieur le Président, contrairement à ce que l'accusation dit, je n'ai jamais empêché les pro-Ouattara de s'inscrire sur une liste électorale en 2006. Bien au contraire, mes amis et moi, nous avons aidé à sauver la situation. Et les vidéos sont là, elles vous parlent. Vous le voyez bien, vous l'entendez bien vous-même. Ce n'est donc pas un discours opportuniste ou stratégique que je tiens aujourd'hui devant votre cour comme un spin docteur, selon l'accusation, juste pour me sortir d'affaire. C'est un discours que j'ai toujours tenu. Et c'est un discours que j'intègre toujours, Monsieur le Président. Par éducation politique, mais par principe. Je suis allé à voulu que le pardon des victimes puisse cimenter la fondation de la réconciliation entre Ivoiriens. Je vous invite à voir cette vidéo, Monsieur le Président. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. C'est pour te dire que du désespoir le plus profond naît l'espoir le plus invincible. Alors, prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur et allons à la paix. Pour faire réussir cette caravane qui a rapproché tous les extrêmes. Les visites opérées par les caravaniers obéissaient à une démarche et une méthode bien précises. Cible privilégiée, les communautés religieuses, notamment les musulmans. Tout ce que j'ai fait là, si ça a choqué quelqu'un, si ça a fait mal à quelqu'un, moi-même le premier, je suis venu pour vous demander pardon d'abord. Et puis ça, c'est pas la politique, hein. L'ouest du pays porte les stigmates de la crise. Il s'agissait donc pour les caravaniers de la paix de désarmer la bombe de la division. Option choisie, le corps à corps avec les populations. Nombreux sont les griefs. Néanmoins, il faudra pardonner, oublier. Et les Grigras, on met les Grigras à terre, que la paix revient à la Côte d'Ivoire. Je laisse tomber tout ce que vous m'avez dit. Effectivement, j'ai trop souffert dans cette guerre-là. Mais vous, Blé Goudé, toute la Côte d'Ivoire parle de vous. Toute l'Afrique parle de vous. Mais comme je vous ai vu aujourd'hui, je laisse tout pardonner. Je laisse tomber. Merci beaucoup. Ça va aller. Le cas Priskawera. Souvenons-nous de cette victime des brutalités de guerre qui a été découverte en 2007 à Guélé, un village situé sur l'axe le Bleu-le-Quintou-le-Pleu dans l'ouest montagneux par les caravaniers de la paix. Je suis prête à pardonner la Côte d'Ivoire pour que la guerre finisse à Côte d'Ivoire et on soit dans la paix. Priska a ensuite atterri à la Pisam où elle a passé plusieurs mois, au cours desquels les Ivoiriens lui ont témoigné leur compassion à travers divers dons. A permis non seulement de faire face aux frais d'hospitalisation, mais aussi de réaliser le rêve de Priska, se construire une maison et une boutique. Eh bien c'est fait. C'est une Priska radieuse que le président du COJEP a retrouvée dans son village. Ça, ce sont les fruits de la paix. Ce sont les effets de la paix. D'une brouillette, elle se trouve aujourd'hui dans une maison. Elle a aujourd'hui sa boutique. Elle a réalisé son rêve. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire, si elle retrouve totalement la paix, chacun peut
je veux dire, réaliser son rêve. Priska, pour moi, est le symbole de la réunification de la Côte d'Ivoire, est le symbole de l'Ouest qui retrouve le goût de vivre. Monsieur le Président, vous venez de le voir. D'abord, vous avez vu les gris-gris qui sont tombés à terre. J'ai dit que nous étions à l'Ouest, ce qui est encore une contradiction de la thèse du procureur. Priska, la jeune fille que vous venez de voir dans cette vidéo, m'a été présentée dans une brouette au cours de ma campagne pour la paix. Elle avait été violée par les rebelles. En révélant son histoire aux Ivoiriens qui l'ont aidé à se soigner et à reprendre goût à la vie, j'ai voulu donner une chance à la paix. Et Priska a été un symbole pour la paix et le pardon entre Ivoiriens. Quant à la dame au bras coupé que vous avez vue, ses bourreaux lui avaient demandé de faire un choix douloureux, Monsieur le Président. Cette dame, elle devait choisir entre garder son bébé en vie ou laisser son membre supérieur lui être tranché. Comme toute bonne mère, elle a choisi que son bras lui soit coupé afin de sauver la vie à son bébé. Elle aussi a été un symbole pour la paix en Côte d'Ivoire. Je lui ai apporté assistance. Moi, le criminel que le procureur tente de vous présenter. À cette époque, Monsieur le Président, malgré les obstacles, les menaces, j'étais résolu à effectuer cette mission pour toucher de près ces réalités qui souvent vous donnent froid dans le dos et vous déchirent forcément le cœur, mais qui ont au moins l'avantage de vous faire sentir et de vous faire partager la souffrance des populations. Mais plus je touchais ces réalités, mieux se renforçait ma détermination à travailler en faveur de la paix. Les villages de Pantroquin et Guiélé, d'où sont originaires ces deux victimes, existent encore dans l'ouest profond de la Côte d'Ivoire. C'est à tous les pleux. Pour vous dire que j'ai fait ce que je pouvais pour contribuer modestement au retour de la paix dans mon pays. Monsieur le Président, vous pouvez vous référer en Côte d'Ivoire aux différentes opérations de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des milices et de tous les groupes armés ayant militairement pris part au conflit en Côte d'Ivoire. Ni le COGEP, ni l'Alliance des jeunes patriotes, ni mon nom, ni figure. Car entre prendre les armes et faire la politique, j'ai librement fait le second choix. Parce que pour moi, comme l'huile et l'eau, la démocratie et les armes ne peuvent faire bon ménage. Comme cela se fait partout dans le monde, Monsieur le Président, quand les institutions de la République sont en péril et que les valeurs qui fondent notre société sont bafouées, contrairement à ceux qui ont choisi les armes et la barbarie comme moyen d'expression et qui continuent d'endeuiller notre monde, les populations civiles et moi, nous avons choisi la voie démocratique. Nous avons pris la rue, les mains nues, pour la sauvegarde des institutions républicaines qu'incarnait son Excellence M. Laurent Gbagbo, ici présent. Monsieur le Président, je n'ai donc pas été aux côtés de Laurent Gbagbo parce que je serais de la même ethnie ou de la même religion que lui, comme tente de vous faire croire l'accusation. Faire une telle affirmation serait méconnaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation, c'est elle que je ne suis ni militant, ni membre, ni responsable dans aucune instance du Front populaire ivoirien, le parti dont le président Laurent Gbagbo est fondateur. Mais en tant que démocrate dans l'âme, cela ne l'a jamais dérangé. L'accusation, c'est elle qu'en Côte d'Ivoire, la pluralité de l'expression est le fruit de plusieurs séjours carcéraux endurés par Laurent Gbagbo, sa famille, ses camarades de lutte qui l'ont accompagné pacifiquement sur le chemin du pouvoir. Est-ce que l'accusation le sait? Ce monsieur a sacrifié sa vie pour l'avènement du multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a enseigné aux Ivoiriens que la vérité est fille des contradictions. Je ne suis donc pas
le prétendu bras séculier que Laurent Gbagbo aurait utilisé pour commettre des crimes. Non, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le Président, voilà l'homme que moi je connais. Voilà l'homme pour lequel, au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection, et qui souffrent de le voir assis ici. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Pour vous dire, au nom de ma culture politique, jamais je n'ai commis de crime, Monsieur le Président. Jamais. Dans ma recherche de la paix, j'ai invité les chefs rebelles, j'ai invité Soro Diom et ses camarades à venir dans mon village. Je vous invite à voir cette vidéo, Monsieur le Président. Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire, suscités, lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, et le PIT et tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques, afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. La délégation des Forces Nouvelles, conduite par Konaté Zié, accompagnée de Fofana Bema, Koulibaly Moussa et Abel Christian Dioré, recevait dans la pure tradition bété des hommages pour avoir eu le courage de venir de Boaké jusqu'à Kpo, le village de Charles Blé Goudé. Avant d'être reçu quelques minutes plus tard sur la place publique dans une chaleur indescriptible. C'est la 27e année d'Ivo Lakota qui a venu dans ce village, qui est mon village, qui est le village de Dr Blé. Et si, à partir d'ici, on mange ensemble, parce que partager le pain ensemble, c'est signe de réconciliation. Et qu'ensemble, on n'est pas habitants. Ça que ceux là-haut, il y a un danger. Nos amis iront témoigner à Boaké qu'effectivement, ils ont été non seulement reçus à Abidjan, mais ils ont été reçus dans notre village. Donc, c'est notre manière à nous de vous ramener vos enfants, de ramener vos parents, de leur dire que ceux qui sont leurs enfants. À l'endroit de ceux qui ne veulent pas de la paix et qui tirent encore sur les ficelles de la division, l'envoyé du Premier ministre leur a lancé cet avertissement. Quand on fait la guerre dans le pays, il y a 3 camps. 3. Il y a un camp là-bas qui s'oppose à un autre. Et puis il y a des gens dans les 2 camps qui disent je ne suis pas dedans. Et ils ne sont pas un, ils ne sont pas un l'autre. C'est comme ça. Ça c'est le cas où guerre, c'est comme ça. Il y a 3 personnes. Mais quand on dit paix, allons-y à la paix. Il doit y avoir un seul camp. S'il y a un deuxième qui dit lui n'est pas dans l'affaire de paix, lui là il devient ridicule. Vous, nos parents, nous allons vous demander, si vous allez demander pardon à Dieu qui nous a créés tous, demandez pardon à la communauté internationale qui a sanctionné quelques-uns parmi nous, dont Charles Blé Goudé. Nous voulons que la sanction sur Blé Goudé se lève. Une fois la cérémonie officielle terminée, jeunes patriotes et jeunesse de Forces Nouvelles ont partagé le repas de l'amitié. C'est ainsi que l'un des chefs de guerre les plus réputés, ancien membre du bataillon de commando parachutiste d'Akwedo, Isiaka Ouattara, donnera de grands signes, des signes qui ont eu leur pesant d'or dans cette sortie de crise. C'est la joie d'être dans le village du président Laurent Gbagbo et voir le peuple m'accueillir dans son village. Ça vous dit que la paix est là. Mais ça c'est le plus grand espoir de tout encore. Plus la flamme de la paix, ça c'est notre grand espoir.
C'est lui qui viendra, en compagnie du ministre Sidiki Konaté, prendre Charles Blé Goudé pour l'emmener à Bouaké, où celui-ci animera un meeting, le meeting de la réconciliation. Pour cette même paix, Blé Goudé a été le premier à aller à Bouaké et passer une nuit dans la chambre de Ouattao qu'il a ensuite invité dans son village natal. Pour la cérémonie de la flamme de la paix, la jeunesse a fait le plein à Bouaké. La Côte d'Ivoire a été reconstituée physiquement à la veille de la cérémonie. La Côte d'Ivoire est réunifiée. Ça va? La jeunesse de Côte d'Ivoire est unie. Charles Blé Goudé accueille son invité spécial. Le cap est mis sur la résidence du préfet Édouard Moïro. On trinque à la paix sur l'invitation de l'ambassadeur de la paix, Alpha Blondy. Soro et Blé Goudé se retrouvent, se parlent, revisitent leur amitié. Quelques minutes plus tard, Soro Guillaume fait son entrée au stade Victor Biaka-Bouda. Monsieur le Premier ministre, voilà Gagnoa. Depuis votre arrivée ce matin jusqu'à ce stade, vous avez trouvé des bras ouverts. Vous avez trouvé un peuple qui, depuis le corridor jusqu'à ce stade, vous a accompagné. C'est la preuve que la paix est une réalité désormais en Côte d'Ivoire. Et je pense que votre présence ici confirme que l'on peut aller et l'on peut venir à travers toute la Côte d'Ivoire. Les audiences foraines ont commencé, les accords ont été signés, des préfets ont été redéployés. Mais il faut poser sur le terrain des actes concrets pour approcher le peuple. Et nous pensons que la cérémonie de ce matin, que dis-je, de cet après-midi, a pour objectif de tirer encore de leurs draps ceux qui hésitent, ceux qui ne croient pas encore à la paix, ceux qui hésitent encore. Vous qui êtes dans ce stade, est-ce que vous voulez la paix? Bien, vous avez entendu, monsieur le Premier ministre, ce peuple qui est ici rassemblé, ces jeunes ici rassemblés, ces chefs coutumiers ici rassemblés, ces chefs religieux ici rassemblés ne veulent que la paix. Nyaliepa a été la dernière étape de cette vie. Monsieur le Président. Excuse me if I interrupt. Monsieur le Président, excusez-moi si je vous interromps, mais je voudrais vous inviter à arriver au terme de votre présentation parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Monsieur Blé Goudé, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, nous étions supposés terminer à 16h15. Le Président, oui, mais nous devons également prendre des décisions. Il y a 2 ou 3 choses que nous devons faire. Monsieur Blé Goudé, soyez sûr que je finirai en temps voulu. Merci beaucoup. Sensibiliser des populations, comme vous venez de le voir. Ce que vous venez de voir, Monsieur le Président, c'était les chefs de la rébellion que j'ai emmenés chez la maman du président Gbagbo. Chez nous, c'est signe de réconciliation. Ce que vous venez de voir, je les ai fait inviter à Gagnoa, c'est la ville natale du président Gbagbo, où les populations les ont accueillis comme vous l'avez vu. Dans mon village, où tous les villageois sont sortis pour les accueillir, Monsieur le Président. Chez nous, c'est signe de réconciliation. Faire un tel travail et après, paradoxalement, être traîné devant les tribunaux pour répondre à des crimes contre l'humanité. Je n'exagère pas, Monsieur le Président, quand je dis que ce monde est injuste. Vous venez de le voir vous-même, Monsieur le Président. Je pense avoir au moins essayé le retour de la paix dans mon pays. Mes démarches et mes actions en faveur de la paix n'ont peut-être pas produit les résultats escomptés, mais ces missions de la paix, je les ai bénévolement accomplies, avec conviction, mais avec fierté pour mon pays. Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que je voudrais vous dire. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel, de Côte d'Ivoire qui a rendu une décision qui donnait vainqueur le candidat Laurent Gbagbo. Ce n'est pas moi. Mais respectueux des lois de mon pays, je n'ai fait que me soumettre à cette décision.
Maintenant, si l'accusation estime que la décision rendue par le Conseil constitutionnel est source de conflit, elle devrait s'en prendre à cette institution et à ses responsables, et non à nous. Alors, je me demande, Monsieur le Président, en me maintenant en prison, la CPI ne laisse-t-elle pas en liberté l'épervier volant pour mettre en prison la mère poule, qui pourtant a perdu ses poussins? Mais comme la Côte d'Ivoire doit continuer de vivre, Monsieur le Président, je ne suis pas un homme de guerre. J'appelle à la réconciliation dans mon pays. J'appelle à la paix dans mon pays. J'appelle à une paix sincère et durable, dénuée de tout calcul politicien, dénuée de tout théâtre, parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide. Je compte sur vous, Monsieur le Président, pour que le droit soit dit. Je compte sur vous pour que la vérité soit dite. Je compte sur vous pour qu'on me juge pour ce que j'ai fait et non pour des commentaires. Je compte sur vous pour qu'on me juge selon mes actes en tant qu'individu et non sur la base de ce qu'on aurait voulu que je sois. Je veux que vous me permettiez de rentrer dans mon pays pour poursuivre mes champs de réconciliation que j'ai laissés en friche avant de venir ici. Mais cela est laissé à votre appréciation. Je vous remercie. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Merci à la défense de M. Blé Goudé pour aujourd'hui et merci à l'ensemble des partis que nous avons entendus et dont nous avons beaucoup appris concernant la Côte d'Ivoire, l'histoire, la situation politique. Et à partir de demain, nous allons passer à une autre partie, à savoir les témoignages, les dépositions. Et je ne peux que rassurer tout un chacun, à l'intérieur comme à l'extérieur du prétoire, en vous assurant que cette chambre portera attention aux charges et également aux éléments de preuve qui seront présentés par l'ensemble des parties et que nous évaluerons de notre mieux, de la façon la plus indépendante possible. Et ce faisant, nous laisserons guider par les principes généraux que nous prenons très au sérieux. Et auxquels j'ai fait référence dans mon discours d'ouverture. Bien, ceci étant dit, je voudrais maintenant donner la parole à l'accusation sur le témoin 441, mais avant de lui donner la parole, je voudrais dire qu'il y a une décision orale concernant ce témoin 441. Donc, je ne sais pas quelle est votre préoccupation. Et peut-être, je voulais vous interrompre et vous le dire immédiatement si cela a déjà été décidé et résolu dans la décision. Maître MacDonald, tout dépend si votre décision discute du programme. Voyons voir ce que dit la décision. Le président, bien la décision, bien entendu, concerne les mesures de protection. Monsieur MacDonald, bien entendu, nous avions demandé si la conférence doit se faire la déposition doit se faire par vidéoconférence. Quand est-ce que cela va se faire? Cela peut avoir un impact sur le calendrier. Et notre préoccupation, c'est le témoin 0369 et le juge Tafousser. Mais cela, ce sera après les vacances judiciaires. Monsieur MacDonald, je voudrais d'abord m'assurer que nous sommes tous d'accord sur cela parce qu'en fonction du calendrier et de la rapidité avec laquelle nous traitons les 6 premiers ou les 5 premiers témoins, nous avons quelques jours simplement de congé le 17 février, avant le 17 février. Le juge président.
Nous n'allons bien entendu pas interrompre témoin pour entendre la deuxième partie 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, bien entendu. Monsieur McDonald, bien, donc dans ce cas-là, je peux vous assurer que pour le témoin qui doit voyager et qui a des dispositions à prendre, et étant donné ses obligations professionnelles, il ne pourra pas déposer avant le 3 mars. Le juge président, je ne peux pas dire cela parce que je ne sais pas pour l'instant, Monsieur McDonald. Eh bien, c'est ce que je voudrais justement pouvoir discuter. Le président, bien. Monsieur McDonald, donc nous attendrons votre décision sur le 441. Le président, bien, c'est la décision orale sur 2 questions en attente concernant le témoignage par vidéo, liaison vidéo. L'idée est également de donner des dispositions et des directions pour les mesures protectives pour l'avenir. L'accusation a demandé à ce que le témoin ou les dépositions des témoins 441 et 398 se fassent par liaison vidéo. Et les défenses de M. Gbagbo et de M. Blé-Goudé se sont opposées à la demande du procureur. Et je ne vais pas donner les références aux écritures parce que je pense que c'est des choses qui sont claires maintenant. La Chambre doit informer le procureur que l'on n'appellera plus le témoin 398, que le procureur n'appellera plus le témoin 398 à témoigner dans un avenir proche, en tous les cas, et qu'il ne fera pas partie des 20 premiers témoins. Et de ce fait, la Chambre décidera à cette étape uniquement concernant le témoin, prendra une décision uniquement concernant le témoin 441. Le témoin 398 tombera dans le cadre des directives pour l'avenir. Concernant le témoin 441, lors de la conférence de mise en état qui s'est tenue le 14 janvier 2006, le procureur a indiqué que la requête pouvait être retirée. Les informations confidentielles et spécifiques sur la situation actuelle du témoin ont émergé des premières évaluations de vulnérabilité et ont été annoncées à la section des victimes et des témoins de la Chambre le 26 janvier 2016. À la lumière de ces informations, la section de protection des victimes et des témoins a recommandé que le témoin P441 soit entendu par liaison vidéo. La faisabilité de la mise en place d'un tel lien vidéo par rapport à un lieu si éloigné où le témoin serait situé a été confirmée par le greffe et de façon plus particulière, les installations et le lieu serait telle que le témoin pourrait voir et entendre la personne qui lui parle ici depuis le prétoire. Deuxièmement, pourrait voir les documents qui lui sont montrés ici depuis le prétoire par les parties et également les participants à la Chambre. Et troisièmement, pourrait annoter tout document et diagramme si nécessaire. Le greffier a également confirmé qu'il serait possible d'établir une liaison vidéo depuis ce lieu éloigné au cours de la semaine pendant laquelle le témoin doit témoigner et recommande l'utilisation de liaisons vidéo. Concernant la vulnérabilité du témoin et la nécessité absolue de conserver et de maintenir la sécurité physique et psychologique ainsi que le bien-être psychologique du témoin, ce sont là des éléments qui doivent prévaloir par rapport à toute considération générale concernant la désirabilité d'avoir ou la possibilité d'avoir une déposition dans ce même prétoire. Il incombe au mandat particulier et à la responsabilité de la section de protection des victimes et des témoins de faire une évaluation professionnelle de la nécessité d'adopter des mesures de protection et la Chambre serait mal placée de By the same token, the chamber is mindful de contredire cette évaluation. Et la Chambre est consciente que toute mesure de protection qui pourrait être appropriée et qui pourrait être requise doit être limitée à ce qui est absolument nécessaire et doit être mise en place de telle façon que cela ne soit pas n'aille pas à l'encontre de l'équité du procès, y compris
de la publicité et de l'oralité des procédures. Le greffe a demandé à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour que les connexions vidéo pour le témoin P441 soient mises en place de façon à permettre que la déposition se fasse de manière rapide et équitable, notamment concernant la capacité des parties à examiner et à interroger le témoin et à montrer des pièces à conviction nécessaires au témoin. De ce fait, conformément à l'article 64.2 et au 6E, 61.1 et 69.2 des statuts, conformément aux règles 67 et 88 des règles de preuve et de procédure, la Chambre donne droit à la requête de l'accusation pour le témoin P441. À la lumière des considérations susmentionnées, le juge président, qui doit maintenant donner des orientations générales concernant les demandes de mesures de protection et de mesures spéciales, celles-ci s'appliqueront également à des requêtes en attente et pour lesquelles une évaluation de la section des victimes et des témoins, de la protection des victimes et des témoins, doit encore être remise, notamment la demande de l'accusation pour des mesures de protection concernant le témoin P0097, qui a demandé l'utilisation d'un pseudonyme et de floutage des traits du visage et d'une déformation de la voix, à laquelle se sont opposés la défense de M. Blégoudet et de M. Gbagbo. L'évaluation faite par la section de protection des victimes et des témoins dans les questions concernant la demande de mesures de protection, concernant la sécurité physique et le bien-être physique et psychologique des témoins et des victimes, sont par définition professionnelles, spécifiques aux affaires et neutres. Les informations sur lesquelles se basent ces évaluations sont essentiellement confidentielles. Et ce n'est que dans des scénarios très particuliers et exceptionnels, si cela se pose, que des parties peuvent faire des demandes concernant des points qui concernent la sécurité pour satisfaire la Chambre et lui montrer qu'il est nécessaire de s'écarter des recommandations spécifiques qui ont été faites par la section de protection des victimes et des témoins et les rejeter. De ce fait, la Chambre décide d'aller dans la direction suivante. Dans l'exercice de la règle 87.2 des règles de preuve et de procédure, les mesures de protection demandées par l'une quelconque des parties et soutenues et étayées par une évaluation et des recommandations de la section de protection des victimes et des témoins, c'est-à-dire sous forme de liaison vidéo, de déformation de la voix et de floutage des traits ou de mesures de soutien particulières, seront rendues. Et de ce fait, pour la durée du procès, il est demandé aux parties de prendre contact avec la section de protection des victimes et des témoins et de notifier la Chambre, les parties et les participants des mesures de protection demandées et de l'évaluation favorable de la section de protection des victimes et des témoins suffisamment à l'avance, avant le moment où ces mesures doivent être mises en place, afin également de permettre aux parties n'ayant pas fait la demande de faire leurs observations de nature particulière à cette affaire lorsque cela est approprié en conformité avec la règle 87.2d. Si une objection devait être soulevée en rapport avec la compatibilité des mesures de protection et l'équité de la procédure sur la base d'observations spécifiques à l'affaire qui pourraient être soumises soit par l'une des parties ou l'autre, la Chambre prendrait rapidement une décision par rapport à ces objections.
La deuxième décision concerne la demande urgente de l'accusation d'amender le protocole unifié des pratiques utilisées pour préparer et familiariser les témoins qui doivent déposer au cours du procès. C'est là le titre de la requête. Il s'agit donc de l'écriture 399 et les deux défenses de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé ont fait d'une certaine façon objection à cette requête. Dans la mesure où les deux requêtes et les deux réponses sont classées confidentielles, la Chambre prendra cette décision de façon à éviter la diffusion de l'information et en conformité avec ce qui a été dit au début, il est demandé aux parties de déposer une version expurgée dans les délais les plus courts. La Chambre note, et je cite, que la décision concernant la préparation et la familiarisation des témoins, fin de citation, adoptée à la majorité le 2 décembre 2015 par la Chambre, et je cite, le protocole unifié sur les pratiques utilisées pour préparer et familiariser les témoins pour déposer lors de procès, fin de citation, et qui sont annexés à ce document. La Chambre note également, et je cite, que la décision sur les témoins vulnérables et sa décision également sur l'évaluation de la vulnérabilité et les procédures de soutien pour faciliter la déposition des témoins vulnérables. Le procureur demande 3 amendements à ce protocole. Premièrement, et je cite, permettre aux témoins vulnérables de procéder à un réexamen de leur déclaration lors d'une séance qui serait organisée par l'unité, prendre connaissance de certains éléments qui seraient annexés à leur déclaration ou auxquels il y serait fait référence et qui seraient présentés par le procureur lors de leur déposition de façon à éviter des souffrances psychologiques qui pourraient provenir d'être exposés à ce genre d'éléments et de pièces lorsqu'ils seraient au prétoire en train de témoigner. Deuxièmement, permettre, dans ce cas-ci, la présence et un échange limité avec un conseil de la partie demanderesse de façon à éviter que l'on soumette le témoin à une deuxième traumatisation. La deuxième demande, et je cite, « donner aux témoins l'occasion pendant leur témoignage des séances de lecture encadrées et une interaction limitée avec les avocats de la partie demanderesse si, à l'issue d'avoir lu leur témoignage, le témoin aurait déclaré à l'unité de protection que leur déclaration n'est pas correcte ou est différente de la déclaration que ce témoin se souvient avoir expliqué à la personne qui l'aurait interrogé au départ. Troisième amendement qui est demandé par le procureur est le suivant, et je cite, « permettre aux témoins à qui l'on documents d'autres pièces lors de leur témoignage dans le prétoire de se familiariser avec certains de ces documents pendant les séances de lecture qui sont organisées et encadrées par l'unité de protection des victimes et des témoins. Et la Chambre, après avoir lu les avis des parties, décide la chose suivante. Eu égard à la première requête, la nature des raisons qui ont été avancées par le procureur,
implique que la Chambre se penche sur cette question avec la plus grande prudence. Le scénario invoqué dans la première demande du procureur est très spécifique. Il n'avait pas encore été envisagé, que ce soit dans les décisions de la Chambre ou dans le protocole qui fut adopté par la Chambre. La Chambre est consciente que le scénario tel que décrit pourrait en effet induire un stress dans le chef des victimes ou des témoins et que c'est ce stress qu'il faut éviter. C'est une garantie à offrir. Aussi, la Chambre donne droit à cette première demande aux conditions suivantes. La partie demanderesse fera une demande spécifique à la Chambre. Deuxièmement, l'unité des victimes et des témoins va procéder à une évaluation réelle de façon à pouvoir évaluer le risque de nouvelle traumatisation du témoin sur base des documents et des pièces, un document qui sera joint en annexe, ex parte, à la demande. Et la Chambre rendra sa décision sur cette demande à la lumière de l'évaluation réalisée par l'unité des victimes et des témoins. Quatrièmement, les contacts avec la partie demanderesse, si autorisés, ne pourront se faire que sous surveillance de l'unité de protection des victimes et des témoins. Et dans une décision que nous avons déjà préalablement prise sur la transmission vidéo, le risque de retraumatisation est couvert par l'expertise de l'unité des victimes et des témoins. Il ne nous appartient pas dans la Chambre de rejeter les évaluations de cette unité. S'agissant de la deuxième requête, la Chambre note qu'alors que le procureur y fait référence au titre d'une mesure qui vise à améliorer la protection et le sentiment de bien-être de ces témoins en permettant de réduire leur stress et leur angoisse à la veille de témoigner, malgré tout, cela réintroduirait de manière assez subtile un système de préparation des témoins alors que c'est par excellence ce qui a voulu être évité. C'est ce qui inspire la décision de la Chambre. Le degré de conformité entre une déclaration écrite et la déclaration du témoin sous serment et l'obligation qui en découle de dire la vérité est au cœur même de la crédibilité et fiabilité du témoin et doit faire l'objet d'un débat dans le prétoire. Aussi, la Chambre ne donne pas droit à cette deuxième requête. Quant à la troisième requête, la Chambre est d'avis que si elle devait donner droit à cette requête, cela reviendrait, une fois de plus et de manière inévitable, à soit contourner, soit introduire une exception à la préparation des témoins qui, pour le moment, n'est pas permise, eu égard à la nature assez vague et les critères qui déclencheraient cette situation. Une telle exception aussi large que proposée introduirait beaucoup trop d'incertitudes et de contestations et entraînerait des conséquences non souhaitables et contraires à des procédures à la fois équitables et rapides. Aussi, nous refusons cette troisième requête. Et c'est ce qui nous amène à la fin, mais pas tout à fait. Le procureur a encore une question par rapport aux commentaires sur les 2h30. Est-ce que je dois comprendre que le
témoignage du P441 pourrait être organisé alors pendant les congés judiciaires. Est-ce que c'est ce que j'ai cru comprendre de votre décision? Le juge président, je n'ai pas compris la question. Mais c'est à vous, finalement. Vous devez voir ça avec l'unité des victimes et des témoins. C'est à vous de vous organiser. Le procureur, c'est bien. Je vous reviendrai demain sur l'organisation du calendrier, etc. Le juge président, très bien. Prenez contact avec l'unité des témoins, des victimes et des témoins. C'est à vous de vous organiser. Nous sommes là pour écouter. Ce n'est pas à nous d'organiser les témoins. Vous savez quand nous sommes en audience, pour combien de temps nous sommes en audience, le reste vous appartient. Oui, le procureur, nous ferons de notre mieux, mais le témoin 0369 peut prendre beaucoup plus de temps que prévu et je n'aimerais pas qu'ils doivent rester 2 semaines de plus à La Haye pour rien. Le juge président, nous non plus, nous ne souhaiterions pas qu'ils doivent rester 2 semaines de plus à La Haye. Le juge président présente ses excuses aux interprètes dans toutes les cabines. Nous allons lever l'audience. Et une fois de plus, merci pour vos discours d'ouverture. Nous reprenons demain à 9h30 pour écouter le premier témoin.